À la version longue, cette semaine, je reçois M. Jean-Marie Latreille, un médecin à la retraite qui a d'ailleurs écrit un livre sur le mal de dos. En fait, on a parlé très brièvement à la fin parce qu'on a manqué de temps. C'est quelqu'un qui a une grosse feuille de route. C'est présenté en politique, on en a parlé abondamment aussi, mais l'important, le plus gros morceau de l'émission, c'est vraiment la création de son organisme Ciel, en fait, qui est un organisme qui veut protéger, conserver des milieux naturels dans la région, là, Franklin, Saint-Anicette, Gun Manchester. En fait, c'est par l'achat de terrain. Vous allez voir l'émission, on en parle abondamment de comment ça fonctionne. Une rencontre vraiment intéressante. Et écoute, ça a débordé. Il a fallu que je coupe un peu pour la télévision, mais j'ai vraiment adoré cette rencontre et j'espère que vous allez apprécier. Monsieur Latreille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelques temps, en fait, c'est mon père qui a servi d'entremetteur aujourd'hui, qui m'a dit faut que tu reçoives Monsieur Latreille, il y a bien des choses à dire, quelqu'un d'intéressant. On dirait que je mets la barre haute, là. Faut pas stresser trop. Il y a bien des choses à couvrir, mais je pense qu'on va commencer avec Ciel, en fait, qui est un gros morceau, là, surtout dans les dernières années. Peut-être juste expliquer la genèse, en fait, de Ciel. Le mot Ciel, évidemment, c'est l'acronyme pour le Centre d'intendance écologique Latreille que ma conjointe et moi avons fondé en 1996. Qu'est-ce qui a produit ça? C'est une longue histoire, bien sûr, mais moi, j'ai quitté pendant assez longtemps mon patelin natal, Saint-Anicette, où je suis né, au village. Puis, j'ai fait des études pensionnaires dans un collège à l'époque, le cours classique. C'était dans les années 50. Je suis né en 1941. Puis après, l'université, cours de médecine, ensuite 3 ans dans les forces armées. J'ai passé 1 an et demi en Indochine, dans l'ancienne Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge. Et par la suite, je me suis spécialisé en physiatrie, donc un autre 4 ans à Montréal, à l'université, dans les hôpitaux. Puis là, à un moment donné, j'ai eu comme un coup de foudre pour revenir à la campagne, dans mon patelin. J'avais la nostalgie de ce patelin-là. Je m'étais acheté une propriété au bord de l'eau. Okay. En fait, c'est un terrain que j'avais acheté et j'avais construit une maison. Mais rapidement, en 78, j'ai tenté d'aller rester là puis voyager pour mon travail. Je commençais aussi au centre hospitalier à Valleyfield, donc c'était moins loin. Ouais. Puis, j'ai été resté là, mais je suis pas resté longtemps parce que j'ai pas aimé ça. Moi, mon enfance, le bord de l'eau était beau, calme, agréable, plein de vie. J'ai retrouvé un bord de l'eau occupé partout avec un trottoir pratiquement sur le bord de l'eau entre la municipalité, entre Dundee puis Valleyfield. Pratiquement pas plus de vie. Autrefois, on levait une roche puis il y avait plein d'écrevisses en dessous. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça. Il y a encore quelques ménés puis quelques poissons, mais pour moi, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-François, n'est plus l'ombre de ce qu'il était dans les années 40. Alors, non, je peux pas rester là. Il y avait la promiscuité, des problèmes avec les voisins. Je voulais la paix. Moi, j'étais allé là pour avoir la paix, comme j'imaginais durant la période de mon enfance. Mais c'est cordé, Saint-Anicette, quand même, sur le bord de l'eau. Ça l'est maintenant, mais ça ne l'était pas quand j'étais enfant. Hein, puis, alors là, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'une place plus tranquille que ça. J'ai cherché. Rapidement, à ce moment-là, j'ai trouvé une terre qui avait 85 hectares, très grand.
Remarquez là-dessus, par prescription acquisitive, on a perdu 5 hectares, donc il en reste, mettons, c'était 86 ou 87 hectares. Il en reste 81, mettons, puis OK. Alors, en 85, j'ai déménagé là. Okay. Puis là, ben, j'ai commencé à explorer la forêt. J'ai fait quelques sentiers, j'ai vérifié les limites. Puis, j'ai conservé cette forêt-là précieusement. Je coupais aucun arbre. Puis bon. Et à un moment donné, je me suis aperçu, moi, là, je fais ça actuellement. Là, je coupe pas d'arbres, je protège la nature. Qu'est-ce qui va arriver quand je serai plus là avec ça? Je veux dire, il y a quelqu'un qui va acheter ça, puis il va vendre, il va exploiter la forêt, la vendre sur le dos des efforts que j'aurais fait pour la conservation intégrale de la nature. Alors là, ça a mûri tranquillement. Puis entre-temps, j'ai eu une implication politique là, pendant quelques années. Puis dans les années 90, ma conjointe et moi, on a réfléchi ça et on a décidé de se lancer dans la création d'un organisme qui serait capable d'administrer ce territoire-là comme une réserve naturelle. Okay. Alors, en 2000, j'ai fait le don. Je me suis gardé un petit terrain d'un demi-hectare tel que la loi le permet, là, avec le chemin d'entrée qui va jusqu'à la montée-canal, là. Je me suis gardé ça comme propriété, mais tout le reste, il y avait dans mon esprit à ce moment-là, 85 hectares. Ouais. Alors, ça a été donné devant notaire en 2000 avec des créations de servitudes de conservation de la nature sur le contrat à perpétuité. Okay. C'est comme ça que le centre d'intendance a commencé. C'était un organisme. Le premier terrain qu'il a acquis, c'est celui qui a reçu le don que j'ai fait là, de 85 hectares de territoire. Okay. Dans les années qui ont suivi, on a voulu faire reconnaître, comme il y a eu une loi qui a été promulguée, je pense, dans les années 90, sur la création de réserves naturelles en milieu privé. Alors, on a appliqué pour ça, puis c'est devenu une réserve naturelle, la réserve naturelle du coteau de la Rivière-la-Guerre, officiellement, okay. En 2004. Okay. Puis, conjointement à ça, en 2004, on a acheté un terrain dans la municipalité voisine de Gord-Manchester de 31 hectares, qu'on a inclus dans la réserve naturelle du coteau de la Rivière-la-Guerre, avec le ministère de l'Environnement. Okay. Puis quand on a fait cette démarche-là, le ministère de l'Environnement nous a informé qu'il y avait quelqu'un qui cultivait sur notre propriété. On ignorait ça. Nous, on pensait que la limite était un endroit, là, au bout de la forêt. Mais non, on avait, nous, 5 hectares de plus. Et 5 hectares, ben, ça fait plusieurs terrains de football de grandeur. Là. C'est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Là. Ouais, c'est pas des acres ou des arpents. Là. C'est beaucoup plus... Il y a 2,5 acres dans un hectare, par exemple. Okay. Alors, on a perdu 5 hectares de terrain à ce moment-là par prescription acquisitive. On est allé voir le propriétaire, enfin, pas le propriétaire, mais celui qui cultivait sur notre terrain. Puis lui, ça se faisait depuis des années, on ne savait pas depuis quand. Alors, quand quelqu'un occupe un terrain selon la loi, même s'il ne l'a pas acheté, il peut demander d'en devenir propriétaire. Okay. Alors, on a obligé parce que là, on payait des taxes là-dessus jusqu'à ce que ça devienne une réserve naturelle. On est obligé de payer les taxes. Okay. Et c'est quelqu'un d'autre qui cultivait et qui faisait de l'argent sur le dos du terrain dont on était propriétaire. Alors là, on a fait les démarches qu'il fallait pour qu'officiellement, il en devienne propriétaire de ces 5 hectares-là. Il y a eu un jugement en Cour supérieure qui lui a accordé définitivement ce terrain-là. C'est une formalité parce que quand ça fait plus de 10 ans que quelqu'un occupe un terrain,
Ça peut être juste un bout de pelouse, n'importe quoi. Ça peut être un stationnement. Ça peut être le droit acquis reste après ça. Okay, puis c'est inclus ensuite dans le registre foncier, le changement de propriétaire. Alors, c'est malheureux, cette loi-là, pour moi, elle est inadaptée, elle est anachronique. Mais on a vécu ça assez durement, cette perte-là. C'est venu faire une espèce de trou dans dans votre carte ou c'était... Non, c'était au bout. C'était au bout. Okay. Ça a juste terminé plus tôt la limite de la réserve naturelle reconnue par le ministère. Okay. C'est lui, le ministère, qui nous avait informé, parce que les ministères, quand ils reconnaissent une réserve naturelle, c'est très précis. Hein. Ils disent la réserve naturelle, c'est ça, puis c'est inclus dans la loi après que ça devient réserve naturelle à perpétuité. Okay. Mais qu'est-ce que ça confère, en fait? Ça peut-être expliquer réserve naturelle. Comment ça fonctionne, en fait? Une réserve naturelle, c'est un territoire naturel, d'après la loi, là, qui se situe en milieu privé. OK. Et pour lequel la conservation peut être à perpétuité. C'est notre cas pour notre organisme. Tous les terrains qu'on a, c'est à perpétuité. Alors, c'est les 3 points importants en milieu privé. Par opposition, par exemple, aux réserves écologiques qui, elles, sont propriété du ministère de l'Environnement. Okay. Comme dans la région, ici, il y en a des réserves écologiques, du moins dans le Suroît, là, comme forêt Muir, qui est dans le Shinbrook, le Pin Rigide, la réserve écologique du Pin Rigide, qui est dans Franklin. Puis, je pense qu'à Châteauguay, là, j'ai oublié le nom, là, mais je pense que... Fernand Séguin, mais... c'est possible, là, mais je m'embarquerai pas là-dessus, je suis pas sûr au courant pour Châteauguay, mais il y en a effectivement des réserves écologiques, je pense. Oui, c'est ça. Alors, c'est propriété du ministère de l'Environnement, les réserves écologiques, par définition. Tandis qu'une réserve naturelle, par définition, c'est en milieu privé. Okay. Alors, n'importe quel propriétaire de boisé qui est naturel puis qui vaut la peine d'être conservé peut faire la demande. Okay. Puis, dans la majorité des cas, ça va être accepté si, évidemment, il y a les conditions de conservation de la nature dans son intégrité. C'est sûr que si quelqu'un exploite, il peut faire aucune exploitation. Il n'y a pas d'arbre. Une fois que c'est devenu réserve naturelle, il est obligé. Parce qu'il pourrait perdre le statut de réserve naturelle si il fait de l'exploitation ou s'il ne respecte pas les dispositions de l'entente qui est signée avec le ministère de l'Environnement. Okay. Alors, si elle a commencé comme ça, on était là-dessus, on a commencé avec le don de ce territoire-là en 2000. En 2004, reconnaissance non seulement de ce 80 hectares restants, là, après, mais aussi 30 hectares dans la municipalité de Manchester, de boisé naturel, qui est promu à la conservation intégrale à perpétuité. Et si notre organisme vient, par exemple, un jour à disparaître, parce que nous, on ne sera pas toujours là, mais on espère qu'il y aura des remplaçants, et j'ai d'ailleurs prévu la création d'une fiducie testamentaire dans mon testament qui va financer l'organisme une fois que moi, je ne serai plus là. Oui, parce que c'est ça, on peut peut-être rentrer là-dedans tout de suite, là, mais justement, l'idée de faire l'acquisition de terrain, c'est pas cheap, là. C'est pas c'est ça. On s'est agrandi après. On a eu un terrain de 2,4 hectares tout proche, là, pour lequel on a fait une demande de reconnaissance aussi, de l'autre côté de la Montéganelle. On a acquis ça là, les années, je peux peut-être pas... c'est autour de 2015. Okay. On a acquis un 2,4 hectares. Là, ensuite, on a acquis des petits terrains qui ne sont pas reconnus réserve naturelle. Des petits terrains, dans les tourbières de Saint-Anicette, Sainte-Barbe, Manchester. C'est les anciens Teafield qui sont des tourbières reconnues, là, puis dont conservation de la nature possède une grande partie. Okay. Et puis nous, on a un petit terrain là. On a quelques petits terrains dans la municipalité de Shinbrook, mais c'est
tout. C'est trop petit pour être reconnu réserve naturelle. Okay. Et on a acquis un autre terrain en décembre dernier, 2021, dans la municipalité de Salaberry de Valleyfield, ouais. Saint-Timothée. Puis au mois de juin, on a acquis un nouveau territoire de 84 hectares dans la municipalité de Grand Manchester. Et ça va s'inclure dans le réseau, on peut dire, de la réserve naturelle du coteau de la Rivière-la-Guerre. Okay. Tandis que Saint-Timothée, ça va s'appeler le réserve naturelle du boisé des Juliens. Okay. Parce que les Juliens, c'est une famille historique de la région et cette terre-là qu'on a achetée, qui est une érablière très ancienne, peu exploitée, très naturelle, appartenait à la famille depuis des générations. Alors, on a décidé de nommer la réserve naturelle du boisé des Juliens. Et, mais c'est ça donc. Mais ça, oui, mais ça prend de l'argent. Je m'excuse, on a une autre réserve naturelle, et celle-là, il faudrait peut-être s'étendre sur certains problèmes qu'on a avec ça. Dans la municipalité de Saint-Stanislas de Kostka, une réserve, c'est un milieu humide, un milieu tourbeux, de 30 hectares, qu'on a acquis aussi, c'était en 2010, qu'on a acquis en 2010. 30 hectares, milieu tourbeux, qu'on a fait reconnaître comme réserve naturelle. Et il y a la réserve naturelle a cette particularité-là d'être complètement enclavée de propriétés. Et récemment, depuis 3 ans, il y a eu un développement massif autour. Et là, on est pris avec un problème de gestion de ça qui est extrêmement compliqué à cause des voisins. Les voisins qui sont à côté des arbres, ils viennent d'installer des piscines, des cabanons, même leur maison, à proximité des arbres. Et nous, on est responsables puisqu'on est propriétaire des arbres. Okay. Et ça nous crée de gros problèmes parce que les coûts que nous impose une politique de prévention par rapport aux arbres sont gargantuesques. Ces coûts-là. Vous faites venir un émondeur chez vous pour un arbre, ça va vous coûter 1000, 2000 $ pour un arbre. Ouais. Alors, on en a des milliers, nous, de long. C'est inaccessible à notre budget. Et là, on a discuté de ça avec la municipalité. On est en train d'essayer de résoudre ce problème-là. C'est un problème qui, s'il n'est pas résolu d'une façon quelconque, risque de mettre en jeu notre propre existence comme organisme, mais en tout cas l'existence de cette réserve naturelle-là. OK. Mais le problème, en fond, c'est les arbres qui sont en bordure des terrains, c'est ça? Oui, les arbres. Un arbre, là, à bordure d'un terrain, là, qui a toujours été en forêt, aux endroits où il y a les nouvelles maisons, là, il y avait de la forêt, là. Alors, les arbres se tiennent, hein. Alors, si on enlève les arbres à côté tout d'un coup, les autres à côté, ils peuvent facilement tomber dans le coup de vent. Alors, les risques sont énormes. Là, Alors, il faut trouver un moyen de régler ça. Fait que c'est des choses, des fois, qu'on réfléchit pas beaucoup quand on parle d'urbanisme. Parce que d'un côté, les municipalités sont comme menottées dans le sens que c'est un peu la seule façon d'augmenter l'argent pour une municipalité, c'est de construire encore, mais des fois, on le fait vite. Mais je pense qu'on a atteint un point de saturation, là, d'expansion des municipalités. Il va falloir que quelqu'un mette ses culottes là, à un moment donné puis qu'il arrête ça. Là. La densification des populations doit se faire dans le milieu qui existe actuellement pour ça. On ne peut plus s'agrandir au détriment de l'avenir de l'humanité. Mais ouais, je veux revenir un peu là, parce que vous avez parlé de l'idée de créer une fiducie, mais c'est de revenir à justement l'idée de faire l'acquisition de terrain, ça vient qu'un coût, et là vous dites aussi justement l'espèce de l'idée de faut pas la travailler là, mais
en prendre soin, ça vient avec des coûts aussi, mais comment... C'est-à-dire qu'une réserve naturelle, on n'a pas à en prendre soin. Okay. On laisse la nature complètement à elle-même. Okay. Et c'est ça qui est essentiel pour assurer, de notre avis, l'avenir de l'humanité. Si on perd la biodiversité qui existe dans les forêts naturelles où l'être humain n'intervient, mais absolument pas, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité si on ne conserve pas ça. Oui. Et mais donc, est-ce que c'est un travail de tout le temps, il faut trouver l'argent, il faut monter... l'argent, on a un organisme là, qui fonctionne assez bien. On a des membres. Cette année, on a un nombre record de membres. On atteint les 180 membres qui paient une cotisation. Plusieurs font des dons. Et on a réussi à financer des coûts normaux, sauf des coûts astronomiques, comme ça, je vous ai parlé tout à l'heure. Mais les coûts pour les terrains qu'on a où on doit payer. Quand c'est réserve naturelle, on est exempté des taxes municipales. Okay. Ça, c'est dans la loi. Mais les autres terrains qu'on a, on paye toujours les taxes municipales. Les endroits où on n'a pas... C'est pas encore reconnu officiellement réserve naturelle, ou même si on fait la demande... Tant que c'est pas reconnu, on est obligé de payer les taxes municipales. Alors, c'est des dépenses. On a des sentiers pour assurer la surveillance. Il y a des bénévoles. On fonctionne uniquement avec des bénévoles. On n'a pas de salariés sur le terrain. On a un tout petit budget de secrétariat qui est microscopique presque, mais c'est tout. Y a pas tout fonctionne sur une base de bénévolat dans notre organisme, et donc les coûts sont minimes, sont réduits au minimum. Il y a toujours des coûts, les assurances, il y a toujours des coûts assumés. C'est sûr, notre budget a resté jusqu'à maintenant, notre budget de fonctionnement. Je ne parle pas d'achat de terrain, je parle de budget de fonctionnement en bas de 10 000 par année. C'est pas énorme comme... et bon, vous l'avez mentionné brièvement, là, mais l'idée des sentiers, des bénévoles, peut-être juste expliquer un peu en fait, c'est juste pour aller faire une vérification. Le but d'abord, dans les réserves naturelles, il n'y a pas d'accès public automatique. Là. C'est public. Nous, on a comme politique d'ouvrir le territoire à la population, mais toujours avec autorisation. Il n'y a personne qui peut entrer sur une réserve naturelle. C'est un milieu privé. Il ne faut jamais oublier ça. Ouais. C'est un milieu privé. Et on est responsable. Il faut toujours savoir qui se trouve sur une réserve naturelle. Et ça, c'est dans nos règlements. Alors, quelqu'un qui veut venir marcher sur une réserve naturelle doit demander l'autorisation. Alors, c'est rare qu'on va refuser, là. Ça prendrait quelqu'un qui fait du dommage à la nature, par exemple, qui ne respecte pas les règles du jeu, là. Nous, quand quelqu'un se promène dans la nature, il ne fait que se promener, il ne touche à rien. C'est ça. Aucun prélèvement, touche à rien du tout. Alors, on surveille beaucoup pour ça. Mais c'est ouvert pour marcher sur autorisation toujours. Alors, pour assurer, on a une équipe de bénévoles, on l'appelle une équipe de surveillance des territoires. Ce sont des gens qui aiment bien marcher dans la nature, puis qui ont donné leur nom en s'engageant à respecter certaines règles, qui ont donné leur nom pour patrouiller, pour surveiller que les limites de la réserve naturelle sont... Il n'y a pas d'empiètement, il n'y a pas de déchets qui sont jetés. Quand il y en a, on les ramasse. Afin d'assurer... Puis là, le sentier, il faut l'entretenir, évidemment. On coupe les branches, on enlève les arbres qui sont tombés, etc. Et c'est ce qu'on fait sur l'ensemble de nos propriétés. On fait toujours un sentier périphérique pour vérifier toujours que tout est conforme, qu'on occupe le terrain. Il ne faut jamais oublier que si on n'occupe pas le terrain, quelqu'un d'autre l'occupe. Après 10 ans, il peut demander d'en devenir propriétaire. Alors, il faut occuper le terrain. Et notre façon d'occuper le terrain, c'est pas en faisant du maïs, là, c'est en
patrouillant autour, puis en circulant dans le sentier périphérique, s'assurer qu'il n'y a pas d'empiètement, puis que les réserves naturelles sont respectées selon les dispositions de l'entente qu'on a signée avec le ministère de l'Environnement qui stipule qu'on touche à rien. Et, bon, vous disiez, chaque propriétaire peut, s'il y a un terrain assez grand, faire la demande pour être une réserve, mais j'imagine que ça a peut-être plus de poids quand c'est rassemblé ou déjà c'est un bon pas de dire je vais protéger ma terre. Ben, c'est déjà quelque chose de le faire. L'idéal, c'est que ce soit le plus grand possible. Oui, c'est ça, pour la biodiversité. Peut-être parler un peu de ça. Oui, absolument. Qu'il y a une masse critique de verdure qui permet la biodiversité. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr, mais on est pris avec ça. C'est sûr que c'est réparti un peu partout. C'est ça. Mais c'est un bon départ, en fait. Oui. C'est peut-être un peu l'idée de... On a un là, puis on espère tout le temps qu'il de faire ça. grossir. C'est un peu ce qui se passe là, pour la réserve naturelle du coteau de la Rivière-la-Guerre, où maintenant, on offre 5 secteurs. OK. On a un secteur à Montécanel qui a 80 hectares, un petit secteur qu'on appelle Pierre-Léger parce que c'est lui qui l'a financé, secteur Pierre-Léger de la réserve naturelle de 2,4 hectares. Le secteur 4e rang, la Grande Manchester, qui a 30 hectares, 31 hectares. On a le secteur dans la réserve, même réserve naturelle, qu'on appelle maintenant secteur Jean-Luc Génier, parce qu'il en est le grand artisan de la création de ce terrain naturel comme réserve naturelle. Et ce 80 hectares, là, puis on a Saint-Timothée, réserve naturelle du Boisé des Juliens, de 30 hectares. Alors, pour la réserve naturelle du côté de la Rivière-la-Guerre, il y a une espèce d'amalgame, là. C'est très proche les unes des autres. Okay. C'est pas directement connecté, mais presque. À un terrain près, là. OK. Ouais. C'est quand même très louable là, ce qui se passe. Ouais. Mais là, je me demandais, vous, tu sais, au-delà donc, quand ça partit la genèse de votre terrain, mais est-ce que ça avait commencé avant, votre préoccupation pour l'environnement? Savez-vous comment ça a toujours été là? Oui, c'est sûr que depuis mon enfant, moi, je suis né à Saint-Anicette, puis je suis né dans la nature pratiquement. J'étais mon père était marchand général dans le village, mais j'étais toujours... dans la nature, chez mes amis dont les parents étaient cultivateurs, puis dans ce temps-là, les cultivateurs avaient toujours un boisé, puis on était dans ces boisés-là à faire toutes sortes de choses dans la nature, de regarder les oiseaux, attraper des ratons laveurs, en tout cas des moufettes, pas des moufettes, en tout cas, des moufettes, je me disais, c'est quand même game. Des marmottes. Des marmottes, Les moufettes, il faut être game un peu. Avec mes amis cultivateurs, on était dans la nature. Ouais, c'est ça. Puis j'ai toujours aimé ça. Ensuite, quand j'étais pensionnaire au Collège Bourgette, là, on avait la montagne de Rigaud qui appartenait au collège, qui appartenait au Claire Saint-Viateur, et auquel on avait accès. Et j'étais dans les scouts, on était constamment dans nos périodes libres, dans la forêt de la montagne de Rigaud. Alors j'ai toujours été proche là, de ce milieu-là, puis j'ai toujours aimé la nature, beaucoup. Oui, ça date pas d'hier, là, ça, cet engouement pour l'environnement, puis le respect de cette vie extrêmement biodiversifiée et on peut pas se douter de la quantité absolument phénoménale de vie qui existe sur un petit coin de terrain naturel. C'est incroyable. À partir des minuscules organismes monocellulaires jusqu'aux gros animaux, ça se compte pas, hein, tellement qu'il y en a d'espèces qu'on ne réalise pas, qu'on ne voit pas nécessairement avec nos yeux comme ça, mais qui existent.
et qui sont à la source de la vie, d'ailleurs, y compris la vie humaine. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai envie de sortir un peu de ça. Oui, parce que j'ai l'impression, quand je surveille un peu votre vie, l'implication sociale est quand même importante. Vous avez parlé, vous avez été en politique. Qu'est-ce qui vous a écoutez, moi j'ai été dans mes études, j'ai appris l'histoire. Ouais. J'ai toujours apprécié le fait que notre pays a d'abord été fondé par des Français et ça s'est évidemment développé pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une conquête. Évidemment, à partir du moment où la Grande-Bretagne est devenue propriétaire des lieux, c'est sûr que ça a influencé beaucoup la démographie. Progressivement, alors qu'en 1867, à la création de la Confédération, il y avait à peu près moitié-moitié pratiquement de français, anglais au Canada. Progressivement, par la suite, la proportion du monde francophone a diminué. Et ça fait probablement partie là, de l'histoire contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Mais moi, ça m'a toujours préoccupé, cette question-là. J'ai toujours été très fier de mes origines françaises. Et à un moment donné, j'ai voulu m'impliquer au Parti québécois, alors que M. Parizeau était là. C'était en 88. Là. Okay. Et M. Parizeau revenait comme chef de parti là, à ce moment-là. Il revenait, puis je trouvais que ses positions étaient défendables et je voulais appuyer ça. Je me suis présenté comme candidat dans le comté de Huntingdon à l'époque. Il s'est appelé au début Beauharnois-Huntingdon parce que Beauharnois avait été relié au comté. Après ça, ça a changé de nouveau. Ça se transforme tout le temps, les comtés. C'est ça. Bien sûr, c'était pas un comté qui était gagnant, mais on a travaillé beaucoup pour conscientiser encore une fois les gens à la nécessité. Tu sais, quand on parle de vouloir conserver la culture française en Amérique, là, c'est pas contre d'autres, parce que c'est souvent interprété comme ça. Il est contre les Anglais. C'est pas ça. Mais les deux bras me tombent dans ce temps-là, parce que c'est pas contre personne, ça, qu'on fait ça. Hein. C'est parce que je pense que et le Canada et la planète perdrait beaucoup en perdant le Québec français. La diversité dans la nature, on appelle ça biodiversité, est essentielle pour la survie de la nature. Mais chez les humains aussi, la diversité des peuples, des langues, des nations est importante et tout le monde doit se respecter en assurant l'existence de toutes ces langues et ces cultures qui existent dans le monde. Ouais. Or, on s'aperçoit qu'actuellement, le monde entier évolue vers une monopolisation, si on peut dire, de l'économie, de la culture par le monde anglo-saxon. Ben, si c'est ça que les gens veulent, ben ça sera comme ça, on peut pas les contre. Mais moi, si j'ai à voter pour quelque chose, je vais voter pour qu'il existe toujours une forme de protection. Une zone française en Amérique qui risque à court terme d'être perdue, là, parce que les statistiques puis les recensements périodiques nous montrent un déclin à peu près constant de la population francophone au Québec. Puis moi, je souhaiterais, dans le respect, là, je dis bien des Anglais, parce qu'on parle anglophone, on inclut les immigrants dans ça qui parlent anglais, tout ça. Ouais. Eux, dans la Confédération, au Québec, ils n'ont pas de droit acquis.
Les Anglais d'origine au Québec ont un droit acquis et ça. Enfin, moi, ma position, c'est de respecter ça à 100%. Oui. Ils ont le droit de fonctionner dans leur culture. C'est une minorité anglaise du Québec qui a le droit. Mais les autres, moi, je pense qu'il faut que les autres s'adaptent au milieu culturel français quand ils viennent de l'étranger. Et voilà, c'est compliqué parce que on rentre par le Canada qui est bilingue mais anglophone. Mais c'est pour ça que je pense que le Québec aurait avantage, à ce point de vue-là, à devenir plus autonome. L'autonomie aujourd'hui d'un pays varie selon les circonstances. Là. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas... Si on devient un pays, le Québec, mettons, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des liens très étroits avec le reste du Canada, avec le reste de la planète. Là, on crée des liens. C'est impossible de vivre sans créer des liens, mais moi, je pense à la nécessité de faire du Québec un pays qui a assez d'autonomie pour pouvoir vivre en français totalement. Puis, on ne s'étendra pas là-dessus, mais juste l'idée que François Legault, là, il fait des demandes pour l'immigration, puis à chaque fois, le Canada dit non. Oui, c'est ça, mais on n'a pas de contrôle. Il faudrait avoir un contrôle. Et puis un contrôle aussi, ça, je ne veux pas le mentionner, c'est l'essentiel, là, c'est pas de travailler autour, c'est d'aller sur la langue de travail. Oui. Si les gens doivent absolument parler l'anglais pour aller au travail, oubliez ça, le français, là. La langue de travail au Québec, partout, devrait être le français. Sans ça, il n'y a pas d'avenir. C'est la base. Bien sûr, on peut dire on veut envoyer les immigrants à l'école française, tout ça, mais c'est inutile s'ils doivent aller travailler en anglais. On gaspille l'énergie qu'on dépense pour ça. Si on n'impose pas un milieu de travail de langue française. Et puis moi, je me dis, c'est ça, si, admettons que le Québec est un pays, donc et francophone, si l'immigration arrive, est au courant que c'est francophone, dans un sens. C'est pas... Parce que là, le monde va au Canada, même si c'est un statut bilingue, dans la tête de l'imaginaire, c'est en anglais. Il faut quand même pas se faire d'illusions. Le Canada, c'est devenu un pays anglais. Le reste, c'est théorique sur le papier. Le Canada est devenu un pays anglais. C'est correct. Si la population a voulu ça, moi puis si le Québec s'anglicise puis disparaisse, que le peuple francophone en Amérique disparaisse, si c'est ça que la population veut, moi, je veux dire, je peux pas rien faire. Je défends la cause de l'existence d'un pays francophone en Amérique. C'est une nécessité avantageuse pour le Canada, avantageuse pour la planète. Et mais pour revenir à justement cette expérience politique-là de se présenter, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai jamais été un grand orateur, là, mais j'ai dû me pratiquer. Hein. Et ça a aidé un peu à ça. Je peux vous dire que ça m'a ouvert un peu à l'oratoire, puis à pouvoir parler en public. Parce que dans mon patelin, mes parents, on n'était pas dans une famille d'orateurs puis de politiciens. Là, j'ai pas ça dans ma nature. Il y avait quelqu'un qui m'a dit « Hey, toi, là, t'es pas un politicien de nature. » il me dit qu'il me faisait un compliment en disant ça. C'est ça. Ça m'en allait dire, c'est un compliment. Non, mais c'est vrai. J'avais rien d'un politicien comme personne, mais une conviction profonde à l'égard de la langue française, de la culture française en Amérique. Et le temps avance un peu. Vous l'avez mentionné, j'aimerais parler. En fait, vous avez même écrit un livre. Vous avez parlé de votre père, en fait, de tout votre passé, mais votre père qui était marchand général. Je ne sais pas si on le voit. Je le filmerai le plus proche, mais. Parlez-nous de ça un peu. Succinctement, là, ça a été écrit, c'était publié, je pense, c'est en 2015 à peu près. Moi, j'avais dans mes notes 2015. 2012.
2012, au début des années 2010. Là. Et ouais. Écoutez, ben, c'est bien sûr, c'est l'histoire. L'histoire du marchand général à Saint-Anicette. Hein. Mon père était marchand général dans le village, pas tellement loin de l'église. Il y avait un autre marchand général à l'époque qui était d'ailleurs l'ancien magasin des parents du cardinal Léger. Là. Mon père a acquis ce magasin-là, a fondé ce magasin-là, mettons, en 1935-36. Okay. Puis, il a occupé pendant à peu près un demi-siècle. Là. Oui, quand même. Et écoutez, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Ben, est-ce que c'est la nostalgie du village qui faisait ça? Peut-être. J'ai toujours été intéressé à l'histoire. Ouais. Alors, j'avais l'opportunité, en sachant que mon père avait été marchand général, puis avait eu beaucoup d'implications dans la municipalité de Saint-Anicette. Oui, ça a germé tranquillement. Ma soeur m'a beaucoup aidé pour aller chercher les idées, chercher les souvenirs. Puis, bon, finalement, le livre a été fait. C'est des chapitres qui correspondent aux époques de la vie du marchand général, à partir de sa naissance, de son origine française, dans les années 1600, avec un premier arrivant qui s'appelait Lalande d'Ilatreille, qui était un sergent de l'armée française. Alors, le nom Lalande d'Ilatreille a persisté par la suite pendant plusieurs décennies et siècles, mettons. Puis, dans les années 1900, Lalande a disparu, c'est devenu uniquement Latreille. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Alors, il y a les chapitres sur les époques de vie de mon père, mais qui inclut toujours beaucoup de liens avec la petite histoire de la municipalité, enfin, du village. Ouais. Parce qu'un magasin général, c'est que il y avait l'église, on s'entend, mais c'est quand même un autre... c'est un lieu, autrefois, c'était un lieu de rencontre. Ah, oui, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait toujours les mêmes, les habitués qui venaient s'asseoir près de la fournaise, surtout l'hiver, près de la fournaise, et qui jasaient. Puis moi, je les écoutais, j'aimais ça, les écouter. Je couchais en haut, puis il y avait une cheminée, puis un trou dans la cheminée. Je me couchais à côté de la cheminée pour entendre ce qu'ils disaient. Puis là, il était là jusqu'à la fermeture du magasin, 11h, minuit, à peu près. Ouais. Puis moi, je m'endormais à terre. Mon père devait me remettre au lit. Alors, oui, c'est l'histoire de ce magasin. Il y avait la banque, le bureau de poste. Il a été secrétaire trésorier de la municipalité pendant une quinzaine d'années. Il s'est impliqué dans beaucoup de services à la municipalité par la suite. Oui, c'est ça. Quand vous l'aviez dit hors d'onde, je voyais déjà un lien avec vous, là, l'idée de s'impliquer, la politique. Oui, c'est possible. Mais il y a quelque chose de peut-être pas à la même hauteur, mais avez-vous d'autres souvenirs? Parce que, je veux dire, moi, qui est né en 85, je connais pas les magasins généraux autres qu'on en a entendu parler, ou des fois dans des séries télé. Mais je sais pas, peut-être pour expliquer à ma génération un peu l'importance de ces endroits-là dans les villages. Le magasin général, à l'époque, c'était un endroit de rencontre sociale. Pas seulement le fait d'aller chercher les bières. Alors, les gens venaient, puis discutaient, parlaient dans le magasin. Puis le magasin général, autrefois, avait à peu près de tout ce qui existait à l'époque. Mon père était fier de dire, moi, ici, là, si quelqu'un me demande quelque chose, je ne l'ai pas, je le fais venir. Alors, il y avait tout. Il y avait de tout. Il y avait l'épicerie, des vêtements, les chaussures, la boucherie, la quincaillerie, j'en passe, là. Il y avait de tout ce qui existait à l'époque. Alors, quelqu'un arrivait et il disait, moi, j'ai besoin
pièce quelconque qui existait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on va dans les grandes surfaces astronomiques, la quantité d'objets qu'il y a. Dans ce temps-là, il y en avait moins. Mais il y avait de tout ce qui existait à l'époque. On allait à la cave, il y avait les pommes de terre, il y avait les fruits et les légumes, il y avait le lard salé dans un petit pot de grès. Je peux pas vous dire tout ce qu'il y avait, mais il y avait tout. Mais c'est fou. Les gens demandaient de tout. Il y a les contacts. Là, j'ai besoin d'une pièce. On parle d'épicerie, mais de vêtements. Oui. S'il n'y avait pas, on le faisait venir. Puis là, il y avait les voyageurs de commerce, j'en parle dans le livre, les voyageurs qui venaient régulièrement. Puis mon père faisait les commandes régulièrement. La visite des voyageurs de commerce, c'était important à l'époque, parce que c'est ça qui alimentait en produits les magasins généraux. Oui, c'est ça. Puis ça l'a aidé à étendre le Québec tranquillement, j'imagine, à travers les années, d'avoir des petits villages de plus en plus. Chaque village avait ça. Chaque village avait voyageurs de commerce qui faisaient la tournée des villages. Hein? Puis des magasins généraux des divers villages. Puis ils vendaient, dans le temps, ça s'appelait dans le gros. Ouais. Puis c'était détaillé au magasin général. Ouais. Il y a comme plus... parce que ça me fait penser, en fait, parce que j'ai réécouté récemment le film Gas Bar Blues, qui parlait de justement l'idée des garages, qui étaient des gas bars, qui étaient un lieu de rencontre. On dirait que ça s'est perdu, ces lieux-là d'espèce de noyau, d'avoir une place. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui ont remplacé ça. Oui, c'est ça. Mais c'est plus organique, tu sais, comme avant, de dire on s'en va à un endroit, puis il y a cette espèce de collégiens, de gens qui se rencontrent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi plus d'organismes qui rassemblent du monde. Plus des organismes environnementaux, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Organismes, d'autres plans de notre vie sociale. Et le temps avance vite, mais j'aimerais qu'on glisse un mot, parce qu'à travers tout ça, vous avez été médecin et physiatre. J'étais physiatre. C'est ça, j'ai été physiatre. Entre autres choses. Après mes études, j'ai d'abord commencé à l'hôpital Saint-Luc. J'ai travaillé quelques années à l'hôpital Saint-Luc. Comme physiatre, j'ai travaillé aussi à l'hôpital Notre-Dame en même temps pour l'électromyographie, qui est une technique d'examen. Puis, à un moment donné, quand j'ai décidé de revenir ici, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, en 1978, là, j'ai appliqué à Valleyfield pour physiatre à Valleyfield et au centre hospitalier à Valleyfield. Puis, progressivement, j'ai transféré au centre hospitalier à Valleyfield. Puis, j'ai passé le reste de ma carrière à Valleyfield. Les dernières années, comme médecin assesseur, 11 ans. Jusqu'à il y a 4 ans, là, au tribunal administratif du travail, qui est une cour d'appel pour les accidentés du travail. Là. Alors, en gros, c'est ça. Maintenant, quand je suis arrivé à Valleyfield, les médecins se sont mis à me diriger en consultation, parce que comme spécialiste, on travaille sur consultation. Ouais. Alors, m'envoyer en consultation des patients, et c'était à 90% des patients dont le problème appartenait à des lésions de la colonne vertébrale. Les problèmes mécaniques de la colonne vertébrale affectent à peu près tout le monde dans la vie à des degrés divers. Il y en a que ça ne les dérange pas tellement, d'autres que ça les handicape au point que ça les rend inefficaces avec des troubles fonctionnels majeurs. Alors, il y a toute la gamme de possibilités. Il y a des épisodes de maux de dos, des épisodes où les gens sont très souffrants, d'autres, puis ça s'en va. Bon.
Alors, j'ai eu à composer avec ça, puis avec le temps, ben évidemment, il m'est venu une réflexion sur la genèse des maux de dos, qu'est-ce qui produit les maux de dos mécaniques. Je parle pas des maladies du dos, les arthrites, les cancers, les métastases osseuses, ça, je parle pas de ça, là. Je parle des douleurs mécaniques. On force, on a mal dans le dos, c'est une douleur mécanique, là. Bon. Alors, j'ai eu à faire une réflexion là-dessus. Puis, comme la médecine a été puis il l'est toujours jusqu'à un certain point, passablement démunie dans le traitement de ça. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de médecines parallèles qui sont nées pour traiter les maux de dos. Hein. C'est sûr, il y a eu les chiropraticiens qui ont eu leur rôle à jouer. Les ostéos, il y en a eu plein. Là. Il y a eu beaucoup de... il ne me vient pas, là, mais en tout cas, de gens qui ont traité avec toutes sortes de moyens, les moyens de... qui n'étaient pas nécessairement très efficaces scientifiquement, mais qui, sur le plan psychologique, puis sur le plan de l'aide apportée aux patients, avec l'effet placebo, a aidé beaucoup de gens. Il faut reconnaître ça. Ouais. Ces gens-là, il y a un mot qui ne me vient pas pour ça. Je veux vous aider, mais les gens qui traitaient, par exemple, avec les mains, là, puis... c'est l'ostéo? En tout cas, c'est un mot qui ne me vient pas. Mais ils ont vraiment aidé les gens parce que la médecine est démunie. On ne peut pas dire qu'on a des traitements. Quelqu'un a mal dans le dos, on fait un traitement, puis il n'y a plus mal. C'est pas comme ça que ça marche. Le mal de dos, en général, ça en va tout seul. Il guérit seul. Ça fait partie de la vie, ça, le mal de dos. Les problèmes de colonne sont causés par deux choses, là, principalement. D'abord, sur le plan, il y a une dégénérescence qui se produit dans la vie chez tous les êtres humains au niveau des articulations, puis même des artères, puis tout. Là. On est, puis à partir de l'adolescence, on commence à vieillir. Ouais. Et il y a un mécanisme et ça, c'est génétique. On n'a pas de contrôle là-dessus. Certaines personnes, vous allez remarquer, vont vieillir plus vite que d'autres. Et ça fait partie de la vie. Ils vont faire de l'arthrose plus rapidement. Et quand on a de l'arthrose à la colonne, on a plus facilement mal. L'arthrose n'est pas la cause directe de la douleur. Mais quelqu'un qui a de l'arthrose va avoir plus facilement mal quand il fonctionne. Et donc, il y a l'aspect dégénératif qui est inévitable, qui est une fatalité pour les êtres humains, pour toute vie d'ailleurs. Puis la vie passe, puis on disparaît, puis il y en a d'autres qui arrivent. Bon, il y a un roulement continuel. Puis ça, on vit avec ça, on est obligé de vivre comme ça. Et le processus de vieillissement chez les êtres humains s'accompagne de ces problèmes-là. Ouais. Alors, c'est la première chose. Maintenant, il y a un autre point sur lequel on peut agir. Quand on vit dans la vie quotidienne sur notre colonne vertébrale, on est obligé d'imposer à la colonne des charges extrêmement importantes à supporter qu'on ne réalise pas parce qu'on ne le sent pas, ça. Mais les calculs mathématiques dont on fait part le deuxième chapitre ici sont évidents, là. Moi, c'est ça. C'est pour ça que le deuxième chapitre va être peut-être dur à lire parce que c'est des formules mathématiques. Alors, moi, je l'ai mis là. J'aurais pu ne pas le mettre puis parler juste des résultats. Mais je voulais que les gens qui lisent le livre sachent d'où viennent les chiffres que j'ai. Okay. Et les chiffres que j'ai, c'est que dans la vie quotidienne normale, les postures normales qu'on a dans la vie quotidienne, on applique sur les vertèbres une charge de entre 100 et 300 kilos. Okay. À cause du mécanisme de levier qui existe entre ce qu'on tient dans les mains et le corps, la position du corps sur la colonne. La colonne doit supporter en charge. Et ça impose aux articulations qui sont petites. Dans la colonne, on a des disques, puis en arrière, on a deux petites articulations. On applique des charges qui varient entre 10 et
20 et même plus kilos par centimètre carré. Okay. Alors, centimètre carré, c'est comme si vous appliquiez votre doigt sur la peau. Ouais. Mais mettez 20 kilos là-dessus, là. Ouais. Puis laissez ça longtemps, là, vous allez voir que votre peau va... Bon. On devrait le sentir. Alors, c'est ce qui se passe sur les articulations de la colonne. Alors, okay. La colonne, évidemment, elle a une certaine résistance à ça, là, elle en porte, mais avec le temps, les disques s'affaissent par cette charge-là, puis les articulations postérieures, les petites, qui permettent le mouvement, se détériorent. Et ça, on a un contrôle là-dessus qu'on peut apporter. On peut d'abord apprendre à vivre de façon préventive, à partir de l'enfance. Et ça, c'est facile à faire si on prend des habitudes de vie. C'est pas facile pour quelqu'un qui a vécu toute une vie parce qu'il faut développer des réflexes de protection. Alors, pour éviter la charge sur la colonne, il y a des mécanismes qui sont expliqués dans ce livre-là. Alors ça, c'est à partir de l'enfance, ça devrait être enseigné. Ouais. Puis ça ne l'est pas, à mon avis. Puis donc, la prévention au niveau des charges appliquées sur la colonne. Le deuxième point, c'est un programme d'exercice qui tient compte de cette physiologie-là. Dans notre organisme, dans notre charpente corporelle, avec le temps, il y a des structures qui se rétractent, qui se raccourcissent. Okay. Puis, il y a des structures qui s'affaiblissent, les muscles qui s'affaiblissent à certains endroits. Alors, les exercices doivent tenir compte de ça et étirer ce qui se rétracte et renforcer ce qui s'affaiblit dans la vie. Alors, si on laisse faire, on a la posture traditionnelle du vieillard qui a le dos courbé, le ventre sorti, des petites fesses, puis ça, c'est l'atrophie du corps qui aboutit. Mais si on vit de façon préventive dans la vie, si on fait le programme d'exercice qui est recommandé, on retarde l'évolution dégénérative qui est innée, mais on ne l'accélère pas par ce processus d'usure causé par la charge, parce que si on ne fait pas attention, on l'accélère, le processus. Et en faisant le programme d'exercice, évidemment, on diminue beaucoup les déformations qui surviennent par rapport à ces rétractions-là et ces faiblesses musculaires qui est... En gros, le livre, là, c'est de ça dont tu parles. Parfait. Et moi, écoutez, là, depuis... moi-même, je faisais pas les exercices régulièrement avant, mais j'ai commencé à avoir mal dans le dos. Puis, depuis 4 ans maintenant, depuis que j'ai pris ma retraite, je l'ai fait sans exception tous les matins. Okay. Tous les matins, ça me prend à peu près 20 minutes. Je fais le programme d'exercice qui est recommandé dans ça. Et bon, pour le moment, ça va. Je peux fonctionner. Et je fonctionne assez sérieusement parce que je travaille beaucoup dans les sentiers des réserves naturelles. J'utilise passablement les scies mécaniques. Je travaille beaucoup physiquement. Okay, je marche beaucoup. Je me déplace beaucoup dans la forêt. J'ai pas mal dans le dos, là. Mais j'ai déjà eu mal avant de faire mes exercices. J'avais commencé à avoir mal régulièrement. Puis, je travaillais encore dans le temps, puis je me levais à 5h30 le matin. Mais c'est pour ça. Le problème, c'est qu'il faut adapter sa vie à faire l'exercice. Puis, il faudrait commencer avant. Moi, j'ai commencé à faire ça. J'avais 77, 78 ans. Le 78 ans, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Beaucoup trop tard. Il faut commencer beaucoup plus tôt. C'est un peu comme la situation du cordonnier mal chaussé. Vous avez passé votre vie à parler de ça. C'est ça. J'ai commencé à réaliser ces problèmes. J'ai commencé à appliquer la prévention dans ma vie, sûrement mettons, depuis le début des années 2000, parce que les réflexions que je me faisais à l'hôpital devant mes patients, puis leur expliquer le mécanisme, tout ça, ben moi aussi, je vis ce mécanisme-là. Là, j'ai commencé au moins à être préventif. J'ai été plus préventif à partir de ce moment-là. Puis ça m'a permis de fonctionner assez durement sur mon corps pendant des années.
Mais dans les dernières années, là, dans les années, quand j'ai eu 70 ans et plus, j'ai commencé à avoir des périodes de douleur. Certains m'ont obligé à prendre le lit pendant une journée ou deux. OK. Je sais en principe pourquoi, là, mais ça vient toujours à passer, ces douleurs qui sont d'origine mécanique. OK. C'est bon à savoir. Je vais devoir vous couper. On a vraiment plus de temps. Pas vrai. Non. Ça va vite, hein? Mais j'ai vraiment adoré notre discussion. Et merci beaucoup d'être passé. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'opportunité de vous avoir rencontré.